Salut les fans! Je sais pas vous, mais moi ce qui m'a toujours énervé, c'est les stéréotypes qu'on nous sortait à propos de Michael Jackson. Mais si, vous savez, le genre de stéréotypes qu'on vous sortait dans les soirées comme Eh dis donc, j'ai été voir 50 nuances de gris hier au ciné. J'étais étonné de pas voir Michael. Ça y est, vous voyez de quoi je parle? Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous répondre à vous, qui nous avez pourri des soirées entières en nous balançant ces stéréotypes qui sont aussi agréables que de se faire vomir sur les pompes. Donc c'est parti pour les 3 stéréotypes les plus répandus. Michael Jackson est toujours vivant. Oula, non, attendez, je crois qu'on s'est pas bien compris. Michael Jackson n'est pas mort. Non, mais attendez, je parlais pas de... Michael Jackson s'est fait passer pour mort. Michael Jackson est réfugié sur une île déserte et il... Ok, là je crois qu'on va tout reprendre depuis le début. Michael Jackson s'est fait blanchir la peau. C'est un stéréotype intéressant, et en fait, oui et non. Michael Jackson souffrait d'une maladie de la peau qui s'appelle le vitiligo, et qui se caractérise en fait par une dépigmentation de la peau qui se voyait sous forme de taches blanches. Chez les personnes à la peau plutôt claire, cette dépigmentation reste relativement discrète, surtout qu'elle se cantonne généralement à des zones assez peu visibles comme les genoux, les coudes ou les mains. Et la bite. Oh stop! Épargne-moi celle-là s'il te plaît. Mais chez certaines personnes, la maladie touche des zones beaucoup plus larges et beaucoup plus voyantes, comme les jambes, le torse et le visage. Et c'est ce qui s'est passé pour Michael Jackson. Et oui, le vitiligo l'a touché de manière voyante à partir de ce qu'on peut appeler l'ère thriller, c'est-à-dire au début des années 80. Alors il a d'abord été touché à des zones assez peu visibles, ce qui a permis à Michael de cacher cette dépigmentation aux yeux du public. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que son gant et son masque étaient finalement des accessoires assez astucieux pour cacher ses taches de vitiligo. Attends, tu crois vraiment que c'est son gant et son masque? Bah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je les ai commandés sur internet, mais je les trouve pas très ressemblants. Par la suite, le vitiligo a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur et il devenait compliqué de masquer les taches. Dans un souci d'uniformité, il a donc utilisé des crèmes qui permettaient d'éclaircir la peau, car les zones de peau noire devenaient moins nombreuses que les zones de peau blanche. Et c'est pourquoi durant la période Bad, c'est-à-dire de 1987 à 1989, sa peau était plus claire que pendant l'époque Thriller, mais plus foncée que pendant la période Dangerous. Je vous laisse quelques secondes pour remettre la chronologie dans l'ordre. Sa dépigmentation s'est faite de manière progressive mais inexorable, et au début des années 90, sa peau était devenue définitivement blanche, et Michael se protégeait désormais du soleil avec des parapluies, des chapeaux et tout autre vêtement permettant de couvrir la quasi-totalité de son corps. Mais Michael a attendu près de 10 ans pour révéler la maladie dont il était atteint, et c'était en 1993 lors de son interview avec Oprah Winfrey. Mais malgré cette révélation publique, le stéréotype selon lequel Michael ne voulait pas être noir est resté vivace dans l'esprit de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce premier stéréotype, sachez que lors de l'autopsie réalisée après son décès, les médecins légistes ont confirmé que Michael présentait tous les signes d'un vitiligo. Michael Jackson était un pédophile. Ah! Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon, une feuille, et je vais vous faire un dessin. Ok, alors, il faut déjà distinguer 2 affaires d'attouchement sur mineurs qui ont été portées à l'encontre de Michael. Une première qui date de 1993 et la deuxième qui a commencé en 2003. Ça c'est Michael! Oh putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous là? Bah la porte était ouverte alors je... Ok, bon, tiens, tu prends la souris puis tu vas m'aider à illustrer. Mais alors ça c'est Michael! Ouais, bon, faut se projeter, faut être aware, ça a pas besoin d'être super ressemblant. Bon voilà, je lui fais un chapeau, et puis ça. C'est mieux là? C'est quoi ça? Bah, c'est son gant à paillettes. Ouais... Bon, on s'en fout. Bon alors, la première accusation, elle concerne un jeune garçon du nom de Jordi Chandler. Mais non, pas lui! Lui! Ah. Non mais on va pas commencer avec les photos, dessine-moi le gamin là plutôt. Ok, c'est mieux là? Mais c'est quoi ça? Bah c'est le gamin. Mais non, il est trop grand, il est pas à l'échelle. Ah... Non mais tu le fais exprès, c'est pas possible. Bah je sais pas, t'as parlé d'échelle, alors Mais c'est une expression, c'est juste pour dire qu'il peut pas être plus grand que Michael puisque le mouflé il avait 13 ans au moment des faits. Oh pis merde, tiens, redonne-moi la souris parce que là... T'as tes règles ou quoi? T'as qu'à faire les bruitages. Bon alors, Jordi Chandler a fait la rencontre de Michael après que ce dernier soit tombé en panne avec sa voiture non loin du garage géré par David Schwartz, le beau-père de Jordi, et qui s'était donc marié avec June Chandler, elle-même divorcée de Evan Chandler, dentiste à Los Angeles, et avec qui il avait eu également une fille, Lily. J'ai rien compris. June était d'abord mariée à Evan avec qui elle a eu 2 enfants et elle s'est ensuite remariée avec David, c'est mieux comme ça? Bah là c'est plus clair.
Et puis Michael s'est pris d'affection pour Jordi et Lily, et puis il a invité la famille à séjourner plusieurs fois à Neverland et en voyage, notamment à Monaco. Mais Evan Chandler, il voyait pas trop cette relation d'un bon œil, et il est même pas que ses enfants voyaient plus Michael que lui-même. Et c'est lui qui est à l'origine des aveux de son fils obtenus à l'aide d'un produit très controversé, administré durant des soins dentaires. Et s'en est suivi une plainte et tout ce qui va avec. Dis donc, on t'entend plus avec les bruitages. Bon, tu veux que je fasse quoi comme bruitage? Bon, en tout cas, la particularité de l'affaire, c'est que Michael, il fut finalement pas inquiété par un jugement au pénal, malgré l'audition de centaines de personnes, dont beaucoup d'enfants l'ayant côtoyé, et que l'argent versé au jeune garçon et sa famille fut en fait payé par les assureurs de la star qui ont fini par le convaincre de trouver un arrangement financier afin de lui permettre de continuer sa carrière. Et c'est une erreur monumentale qu'il traînera le reste de sa vie. Ça, c'est vrai. Oui, c'est bon. On passe donc à la seconde affaire, celle qui a commencé en 2003. Faudrait peut-être prendre une feuille blanche. Ouais, vas-y. Tu peux dessiner Michael? Ok, si tu veux, mais tu fais pas n'importe quoi. Voilà! Oh putain! Quoi? Non, rien, c'est bon. Bon, l'affaire de 2003, elle concerne un jeune garçon du nom de Gavin Arvizo. Alors lui, c'est un peu différent. Le garçon était atteint d'un cancer et il a réussi à rencontrer Michael qui l'a pris... Sous son aile! Non mais sérieux, commence pas! Ah, ça va! Bon, quoi qu'il en soit, Michael s'est pris d'affection pour Gavin et le garçon est venu séjourner à plusieurs reprises à Neverland avec sa mère, son frère et sa sœur. Et tout allait bien jusqu'au fameux documentaire Living with Michael Jackson réalisé par Martin Bashir, un journaliste anglais à qui l'on doit la célèbre interview de Lady Di. Durant le documentaire, Bashir montrait le quotidien du King of Pop et il entrecoupait ses scènes par des micro-interviews. Et c'est dans l'une d'entre elles que Michael se montra aux côtés de Gavin et poussé par les questions insistantes de Bashir, Michael finit par déclarer maladroitement dormir parfois avec des enfants. Ah ouais? Non, dit comme ça, d'accord, mais il faut le remettre dans son contexte. Et puis quelques jours après la diffusion de ce documentaire, une enquête a été ouverte aux États-Unis par les services de la protection de l'enfance. Mais elle n'aboutit à rien. La famille Arvizo fut même auditionnée et tous déclarèrent ne jamais avoir subi de comportement déplacé de la part de Michael. Une autre enquête menée par la police aboutit aux mêmes conclusions. Et tu dessines plus? Et toi, tu fais toujours pas de bruitage? Ok. Mais quelques semaines plus tard, la mère des enfants contacte un avocat, celui-là même qui défendait Jordi Chandler en 93, et elle lui déclare que son fils Gavin a subi des abus sexuels de la part de Michael, et ce pile pendant l'enquête des services sociaux. Comment ça, pendant l'enquête? En fait, Gavin a déclaré avoir subi des attouchements juste pendant que les services sociaux faisaient leur enquête. Faut être débile, hein. N'est-ce pas? Bon, je vous passe les détails, mais s'en est suivi un procès qui a débuté en 2005 et qui s'est traduit par un acquittement des 5 chefs d'accusation portés à son encontre. Et en fait, le dossier bancal de l'accusation, les contradictions des enfants, les mensonges avérés et le passé psychiatrique et mythomane de Janet Arvizo ont fait voler en éclats leur crédibilité devant la barre. Rappelons également que durant les 2 enquêtes, de nombreuses perquisitions ont eu lieu dans les différentes propriétés de Michael et qu'aucun document à caractère pédophile n'ont été trouvés. On peut donc en conclure que malgré différentes enquêtes, des perquisitions et un procès ultra médiatisé, aucun élément tangible n'a pu démontrer que Michael Jackson était pédophile. Michael Jackson était homosexuel. Alors évidemment, Michael Jackson aurait pu être homosexuel, même si c'est un sujet qui est resté tabou jusque dans les années 90, rien n'a jamais permis de supposer que Michael Jackson préférait les hommes. Non mais un mec maquillé, les cheveux longs, une voix aiguë, portait des vêtements serrés, alors... Hein? Alors, bien sûr, on se souvient de ces 2 mariages ultra médiatisés avec Lisa Marie Presley et Debbie Rowe, mais avant ça, on a longtemps vu Michael côtoyer l'actrice Brooke Shields, et les plus anciens d'entre nous se souviendront également de sa relation avec l'actrice Tatum O'Neal. Et puis les différents témoignages de ses proches ou anciens collaborateurs ont plutôt fait l'état d'un Michael sensible au charme féminin qu'au charme masculin. Alors, peut-on affirmer de manière indiscutable que Michael Jackson n'était pas homosexuel ? Non, car là on touche au caractère privé que Michael savait d'ailleurs très bien défendre, mais ce qui est sûr c'est que rien n'a jamais permis de démontrer le contraire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Personne ? Bon,